Vous avez quelque chose de prévu demain soir à 23h? Annulez tout, car un événement télévisé d'une rare intensité vous attend. France 2 s'apprête à diffuser un numéro inédit et percutant de Complément d'enquête, l'émission d'investigation la plus respectée du paysage audiovisuel français, diffusée depuis plus de 2 décennies. Ce 22 janvier 2026 à 23h, heure de Paris comme d'Alger, ne ratez surtout pas un reportage exceptionnel qui lève le voile sur les tensions sourdes et les jeux d'ombre entre la France et l'Algérie. Intitulée « La guerre de l'info », cette enquête fouille les coulisses d'un affrontement politique et diplomatique sans précédent, nourri de rumeurs, de coups bas et d'opérations secrètes. Ce numéro, qui promet d'être aussi explosif qu'instructif, revient sur ce que beaucoup considèrent comme la crise la plus sérieuse entre Alger et Paris depuis l'indépendance. Un rendez-vous crucial, à ne manquer sous aucun prétexte. Accrochez-vous, car ce numéro promet de plonger dans les dessous les plus obscurs d'un dossier explosif. Il sera question de la libération controversée de Boums Saint-Sall, des prises de parole incendiaires des dirigeants algériens et français, mais aussi du verdict qui a secoué l'opinion, la condamnation du journaliste Christophe Gass, actuellement détenu en Algérie. Tout cela s'inscrit dans une crise diplomatique d'une rare intensité, débutée à l'été 2024 et qui ne cesse depuis de prendre de l'ampleur. L'émission promet de révéler des documents sensibles, des secrets d'État bien gardés et des témoignages inédits sur les rouages de conflits soigneusement entretenus par divers lobbies politiques des deux côtés de la Méditerranée. Et pour donner un avant-goût de ce qui vous attend, Complément d'enquête a déjà lâché quelques teasers croustillants. Vous avez entendu? Des bûches de Noël en cavale à Alger, le couscous menacé d'interdiction à Paris. Bienvenue dans le théâtre absurde des tensions franco-algériennes. On nage en plein délire médiatico-politique où tout n'est que rapport de force. Et si demain l'extrême droite prenait le pouvoir? Certains parlent déjà d'affrontement. Pardon, je me reprends. On ne ressent même plus leur souffrance, tant on a fini par l'oublier. Des bûches de Noël qui se cacheraient à Alger comme des fugitives? Apparemment, oui, c'est du sérieux. Et pendant ce temps, à Paris, le couscous serait en sursis. On nage littéralement dans un bain de rumeurs plus folles les unes que les autres de chaque côté de la Méditerranée. Bienvenue dans ce grand théâtre de tension où l'Algérie semble ne jurer que par la force brute. Et si un jour, l'extrême droite s'imposait? Certains prédisent déjà le chaos. Mais la vérité, c'est qu'on a fini par devenir sourd à leur douleur, parce qu'on les a mises de côté depuis longtemps. Des diplomates renvoyés comme des malpropres, des journalistes jetés derrière les barreaux. Je pense à mon frère, enfermé 7 longues années dans une prison algérienne. Et tout ça à cause de manipulations crasseuses et de désinformations toxiques. Moi, naïvement, je croyais avoir affaire à des policiers honnêtes. Après tout, je vis dans un état de droit, non? Complément d'enquête revient sur ce duel clandestin entre Paris et Alger. Animée par Tristan Walex, l'émission sera diffusée jeudi soir, juste après Envoyé spécial, sur France 2 et France.tv. Et franchement, oui, certains appellent déjà à la démission d'Aïjouneva, c'est clair. Ce teaser, c'était juste la mise en bouche. Car Complément d'enquête, c'est pas n'importe quoi. Avec Cache Investigation, ils forment le duo d'or de l'info sérieuse en France. Une vraie référence. Ce qu'il faut saluer avant tout, c'est l'impartialité rigoureuse de cette équipe. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une opinion imposée au détriment d'une autre. Complément d'enquête, ce n'est ni la voix de Paris, ni l'écho d'Alger. C'est celle des faits. Ils creusent, ils recoupent, ils donnent la parole à tous les camps sans jamais pencher d'un côté ou de l'autre. C'est aussi pour ça qu'ils jouissent d'un immense respect dans le monde du journalisme. Accusation de biais? Impossible à coller sur eux. Et là, preuve à l'appui, dans le tout premier teaser, on découvre un témoignage exceptionnel de MDZ. Silence radio depuis son enlèvement en avril 2024. Une affaire lourde, classée sous terrorisme, où il a été retenu contre son gré dans ce qui ressemble fort à une tentative d'assassinat maquillée. L'affaire est désormais entre les mains du parquet national antiterroriste, qui enquête depuis plus d'1 an. Et pour la première fois,
MDZ sort du silence. Mais ce n'est pas tout. On entend aussi la voix de journalistes farouchement opposés à l'extrême droite française, mais favorables à un dialogue sincère avec Alger. Des figures médiatiques et politiques appellent à une relation apaisée, équilibrée et respectueuse entre la France et l'Algérie. Bref, tous les points de vue sont là. Pas de filtre, pas de préférence, juste la vérité, brute. Et pour ceux qui pensaient que l'émission penchait d'un côté ou de l'autre, détrompez-vous. Complément d'enquête donne aussi la parole aux plus critiques du régime algérien, mais aussi aux fidèles les plus farouches, comme cet ancien ambassadeur de France, bien connu pour ses prises de position tranchées. Bref, tout le monde y passe. Et tenez-vous bien, le clou du spectacle, c'est le témoignage choc de celui que les médias ont surnommé l'espion de Bercy. Oui, vous avez bien entendu. Ce personnage trouble, arrêté en 2025, accusé d'avoir infiltré les milieux d'opposants algériens en manipulant une employée de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, va parler. L'affaire, remontant à mars 2025, fait froid dans le dos. Cet agent discret de Bercy aurait transmis les adresses, données bancaires, informations personnelles, parfois même très intimes, d'une quinzaine de ressortissants algériens exilés en France. Des activistes, bien sûr, mais aussi des hommes d'affaires, d'anciens hauts fonctionnaires et même des citoyens sans engagement politique particulier. Des noms comme MLTZ, moi-même, ou encore Abdislam Bouchev sont cités. Ce que la presse a rapidement baptisé le scandale de l'espion de Bercy. Pourquoi ce scandale fait-il autant de bruit? Parce que l'homme au centre de l'affaire n'était pas un inconnu. Un agent administratif bien placé, travaillant dans une sous-direction de Bercy, autrement dit, au cœur même du ministère français de l'Économie et des Finances. Et ce fonctionnaire aurait transmis en toute discrétion des données sensibles concernant plusieurs opposants algériens vivant en France, des figures qui s'expriment ouvertement contre le régime de Tebboune. Ces informations confidentielles, une fois passées entre de mauvaises mains, ont entraîné une série d'événements alarmants. Agressions physiques, menaces, filatures, intimidations. Certains, comme MLDZ, auraient même été enlevés, séquestrés et visiblement visés par une tentative d'assassinat. Selon la loi française, c'est ni plus ni moins une opération à caractère terroriste. L'homme, désormais surnommé l'espion de Bercy, fait l'objet de poursuites judiciaires pour avoir collaboré avec une puissance étrangère, une accusation extrêmement grave. Le parquet national antiterroriste s'occupe de son dossier qui reste ouvert à ce jour. Et ce n'est pas tout. Il aurait été en contact régulier avec Oussam Eddine Bouziz, alors vice-consul algérien à Créteil, qui a depuis fui le territoire français. Aujourd'hui, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt, potentiellement international, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été rendue publique. Ce Bouziz, qui portait aussi le grade de lieutenant-colonel au sein des services de renseignement extérieurs algériens, la DDSE, est soupçonné d'avoir recruté, manipulé et dirigé l'agent de Bercy pour soutirer des renseignements privés sur les exilés politiques algériens en France. Et tenez-vous bien, les journalistes de complément d'enquête sont partis à sa recherche. Ils l'ont retrouvé. Caméra au point. L'extrait va vous glacer le sang. Qu'est-ce que vous avez transmis exactement au service secret algérien? Rien d'important, hein. Juste une fiche, un papier, pour manger, un sac. Voilà comment tout aurait commencé. Un agent des renseignements algériens aurait réussi un joli coup. Enrôler un discret fonctionnaire français planqué au ministère des Finances pour en faire son informateur personnel. L'ingénieur en question, né en Algérie, travaille à Bercy. Nous sommes en 2023. Il se rend un jour au consulat d'Algérie à Créteil pour une banale formalité. Mais à peine quelques jours plus tard, il aurait transmis l'adresse privée d'un opposant nommé Amir. Puis, au fil du temps, il aurait livré des données sensibles sur une quinzaine d'autres figures exilées en France. C'est en tout cas ce qu'il aurait reconnu face aux enquêteurs. Aujourd'hui, celui qu'on surnomme dans la presse l'espion de Bercy est mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère. Une accusation extrêmement grave. Il n'est pas en prison, mais reste sous contrôle judiciaire. Nous sommes allés à sa rencontre en caméra cachée. Avez-vous réalisé, au moment où vous transmettiez ces informations, que vous pouviez mettre ses opposants en danger? Non, pas vraiment.
J'ai agi sans trop réfléchir. Ils ont peut-être mal compris mes intentions. Moi, j'étais sous menace. C'est-à-dire, les services vous ont fait pression? Peut-être. Les renseignements, français ou je ne sais pas. J'essaie encore de prouver le contexte. Ils voulaient me briser, détruire ma vie. Quelqu'un de haut placé. Donc vous admettez avoir été une source pour les services. L'homme, visiblement perturbé, affirme qu'il a été piégé. Il accuse l'agent algérien, désormais en fuite et rentré à Alger, de l'avoir manipulé et poussé à bout. Des histoires de bûches de Noël prétendument traquées. Et pourtant, derrière cette absurdité apparente se cache un témoignage rarissime. Cette fois, Complément d'enquête ne se contente pas d'effleurer le sujet. L'émission frappe fort, très fort. Les journalistes sont allés confronter directement celui que l'on surnomme désormais l'espion de Bercy. Un profil pour le moins troublant. Informaticien franco-algérien, passé successivement par l'OFII avant d'intégrer les couloirs feutrés de Bercy. Petit rappel du parcours. D'abord employé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il rejoint ensuite l'administration économique de l'État. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En parallèle, il entretient une relation intime avec une salariée de l'OFII, elle aussi franco-algérienne. Or, cet organisme, on le sait, détient des données extrêmement sensibles. Identité, adresse, statut administratif, parcours de ceux qui demandent un titre de séjour ou la nationalité française, autant d'éléments qui, entre de mauvaises mains, deviennent des armes redoutables. Il faut bien comprendre l'ampleur du système. Entre l'OFII et l'OFPRA, deux piliers de la gestion des flux migratoires en France, il existe une connexion étroite, presque symbiotique. L'OFII, chargé de l'accueil et de l'intégration, travaille main dans la main avec l'OFPRA, l'organisme qui délivre le statut de réfugié ou d'apatride. Pour tout Algérien exilé, demandeur d'asile ou résident en attente de régularisation, ces deux institutions sont des passages obligés. Et qui dit institution, dit données. L'OFII centralise une quantité impressionnante d'informations. Adresses exactes, identifiants, dates de passage, tout est archivé dans des bases aussi précises que sensibles. Bercy, de son côté, contrôle l'accès aux données fiscales, déclarations d'impôts, revenus, coordonnées bancaires. En clair, entre les mains de l'État français se trouve un trésor d'informations ultra confidentielles sur les ressortissants algériens présents sur les territoires. Et quand ces données se retrouvent entre de mauvaises mains, comme celles de certains services étrangers, elles peuvent servir à bien plus qu'à de simples statistiques. Elles peuvent devenir des armes. Les équipes de complément d'enquête sont donc allées le confronter. Et là, face à la caméra, caché évidemment, c'est lui-même, le principal intéressé, qui parle. Oui, l'espion de Bercy. Il confirme avoir été sous pression. Il parle de menaces, de manipulation. Officiellement, il n'est ni en prison, ni encore jugé. Placé simplement sous contrôle judiciaire, il attend que la justice tranche. Mais attention, les charges sont lourdes et les peines potentielles très longues. Et qui aurait exercé cette pression? D'après lui, c'est Oussameddine Bouaïz, alors vice-consul algérien à Créteil, qui lui aurait mis la corde au cou, au sens figuré, mais presque littéral. Pour le faire parler, pour lui extorquer des informations sur des opposants politiques, dont il dit maintenant être une victime collatérale, des méthodes dignes d'un film noir ou d'un service secret sans foi ni loi. Et ce n'est pas fini. Certaines sources parlent même d'un chantage sexuel. On aurait utilisé contre lui des vidéos compromettantes, tournées à son insu dans des situations humiliantes. Aujourd'hui, lui évoque plutôt des pressions familiales. Ses parents, restés en Algérie, auraient été pris pour cible. En clair, on l'aurait coincé de tous les côtés. Mais soyons lucides, le chantage n'est peut-être pas tout. Il aurait aussi, selon certaines rumeurs, été grassement payé. Car les méthodes de certains services sont connues. D'abord la carotte, ensuite le bâton. Achat, intimidation, menace. Un arsenal mafieux pour faire tomber des opposants, pourtant totalement pacifiques. On peut critiquer MLDZ, ne pas partager ses idées, mais une chose est incontestable. Cet homme n'a jamais prôné la violence. Pas d'armes,
pas d'appel à l'insurrection, aucune milice derrière lui. C'est un militant numérique, un blogueur, une voix influente sur les réseaux sociaux en Algérie, et strictement pacifique. Quant à moi, Abdel, je le redis clairement, même combat. Aucun parti, aucune organisation armée, aucune action violente, rien. Et pourtant, nous ne sommes pas les seuls à avoir été visés. D'anciens responsables, des figures économiques comme Nassim Haït Madour ou Zaher, tous ont été pris dans les filets de ce système d'espionnage d'une extrême dangerosité. Des institutions françaises ont été infiltrées, espionnées, pour extraire des données confidentielles sur des ressortissants algériens. Ces informations, une fois détournées, ont servi à nuire, à intimider, à frapper. Je le rappelle, j'ai été agressé, à main armée. D'autres n'ont pas eu cette chance. MLDZ a été enlevé, Abou aussi, kidnappé, séquestré. Et autour d'eux, des dizaines d'opposants vivent sous pression constante, menaces directes, filatures, traques incessantes. Pourquoi? Parce que des informateurs ont été recrutés jusque dans les rouages de l'État français afin de collecter des données utilisées ensuite pour briser psychologiquement et physiquement des opposants algériens. Ce sont des pratiques d'une gravité extrême, rien d'autre. Demain, à 23 heures tapantes, Complément d'enquête promet de lever le voile sur ce scandale d'État. Des révélations qui risquent de faire du bruit, beaucoup de bruit. Pendant ce temps, silence radio du côté d'Alger. Les autorités? Elles balayent tout en bloc. Officiellement, il ne se serait agi que d'un fantasme politique inventé par l'extrême droite française. Une manipulation médiatique, selon elle. Sauf que, même Bruno Retailleau, souvent cité comme instigateur de cette rumeur, a quitté le jeu depuis des mois. Et pourtant, l'enquête, elle, continue. Et sur l'affaire de l'espion de Bercy, aucune réaction, aucun mot, pas la moindre déclaration officielle. Pourtant, les faits sont là, les preuves s'accumulent. Et surtout, l'homme au cœur du dossier parle. Devant la caméra de Complément d'enquête, il avoue tout. Il explique que c'est un agent algérien qui l'a approché. Il raconte les pressions, les menaces, le chantage. Il dit avoir agi sous contrainte. Ce ne sont plus des suppositions, ce sont des aveux clairs, directs, enregistrés, diffusés. Et désormais impossible à ignorer. Abdel ne pourra pas fuir éternellement. Il était à la tête des services de renseignement au moment des faits. Et quand on occupe ce genre de poste, on doit répondre de ses actes. Je le dis clairement, il faut qu'il rende des comptes. Pas plus tard. Maintenant. Ces opérations ont duré 2 longues années, bien avant que la tension entre Alger et Paris n'explose officiellement. On parle ici de 2022 à 2024. Une période où des méthodes mafieuses ont été utilisées contre des citoyens pacifiques. Oui, pacifiques. Pas de milices, pas de fusils, pas de bombes. Ce sont des blogueurs, des intellectuels, des figures engagées, souvent issues de familles respectables. On peut débattre de leurs opinions, de leurs stratégies, mais rien ne justifie ce qui leur a été infligé. Espionner les institutions françaises de l'intérieur, instrumentaliser des agents pour traquer, intimider, voire éliminer des opposants politiques qui vivent à l'étranger. Non seulement c'est illégal, mais c'est aussi un coup porté à l'image même de l'État algérien. Ça entache l'honneur de toute une nation. Parce que là, ce ne sont pas des terroristes qu'on vise, ce sont des citoyens désarmés. Et ça, c'est très grave. Injustifiable. Inacceptable. Non, il ne pourra pas s'en tirer comme ça. À un moment ou un autre, il devra répondre de ses actes. Ceux qui étaient aux commandes à l'époque, ceux qui tenaient les rênes des services comme la DDSO, je pense notamment au général Mbar, devront eux aussi rendre des comptes. Et pas dans 10 ans. Maintenant. Qu'ils ne croient pas qu'on oubliera. Que cette affaire va se dissiper avec le temps. Le dossier est toujours entre les mains du parquet national antiterroriste. L'affaire MD, l'opération d'espionnage baptisée Bellel, tout est encore en cours d'instruction. Les enquêtes avancent, doucement peut-être, mais sûrement. Et ce fardeau judiciaire, l'État algérien devra bien finir par l'assumer. Moi, j'interpelle la justice française. Cet homme a été exfiltré. Il est revenu d'Algérie. Pourquoi ne pas l'interroger? Pourquoi ne pas l'entendre?
pourquoi ne pas lui faire dire ce qu'il sait? Et surtout, qui lui a donné l'ordre? Car on le sait, le général Managa Pasquier, chef de la DDSE entre 2022 et 2024, n'a pas agi seul. Il a obéi à une stratégie, à une directive politique. Alors soit Abdel, le chef de l'État lui-même, endosse ses responsabilités, soit il faut arrêter de nous faire croire que tout vient de ses conseillers. Ce n'est pas un figurant, c'est le président. Et dans ce dossier, le magistrat suprême. Je tiens à saluer l'équipe de complément d'enquête pour son courage, mais surtout pour sa lucidité. Il fallait oser s'attaquer à un sujet aussi explosif, et ils l'ont fait avec un rare sens de l'équilibre. Non, ce n'est pas un pamphlet anti-algérien. Et ce n'est pas non plus une charge contre la France ou ses médias. Ce travail n'a rien à voir avec la haine ou la stigmatisation. C'est du vrai journalisme, dans ce qu'il a de plus noble. Aller au fond des choses, exposer la complexité sans caricature. Ce que cette enquête montre, c'est l'ampleur de la fracture entre Alger et Paris, et surtout les dégâts qu'elle laisse derrière elle, notamment sur la vie de nombreux opposants algériens réfugiés en France. Mais pas seulement. Les répercussions touchent aussi toutes les communautés franco-algériennes, dans toute leur diversité. Et j'insiste sur le pluriel, des communautés. Parce qu'il y a des millions de binationaux, des Français d'origine algérienne, des Algériens fraîchement naturalisés. Chacun avec ses références, ses espoirs, ses mémoires. Malgré leurs différences, toutes ces voix ont un point commun. Un attachement profond à la paix, à la démocratie, à la liberté individuelle et aux droits humains. Et c'est précisément ce que cette enquête met en lumière, avec une justesse rare. Ce régime, qui prétend prôner le dialogue, a lui-même jeté de l'huile sur le feu. Alors oui, parlons de responsabilité. Car il y en a des deux côtés, certes. La France n'est pas irréprochable dans cette crise. Mais soyons clairs, jamais Paris n'a envoyé des agents secrets éliminer des opposants français réfugiés à Alger. Cette ligne rouge, c'est le régime Tebboune qui l'a franchie. Et 2 fois plutôt qu'une. 3 opposants algériens sur le territoire français ont été attaqués, menacés, harcelés. Certains ont même été kidnappés, enfermés de force. Ils ont frôlé la mort. Et ces actes-là, ce ne sont pas de simples débordements, ce sont des crimes d'État, des crimes de type mafieux, des crimes à caractère terroriste selon la législation française elle-même. Alors maintenant, plus d'échappatoire. L'heure du bilan est arrivée. Des comptes doivent être rendus, et ce sans délai. Parce que cette affaire ne va pas s'effacer avec le temps, non. Elle va hanter les dirigeants algériens pendant longtemps. Très longtemps. On ne piétine pas la souveraineté d'une nation comme on franchit un trottoir, surtout quand il s'agit d'un pays comme la France. On ne débarque pas sur un sol étranger pour y mener des opérations clandestines façon barbouzerie avec pour objectif de neutraliser, de kidnapper ou d'agresser des opposants politiques. Et pourtant, dans les discours officiels, Abdido et ses collègues algériens n'ont que les mots « respect de la souveraineté » à la bouche. Ils brandissent l'intégrité des États comme un principe sacré. Mais dans les faits, ce sont ces mêmes dirigeants qui autorisent ou ferment les yeux sur des opérations illégales menées hors de leurs frontières. Une hypocrisie monumentale. Et surtout, une faute d'une extrême gravité. Ce genre de dérive, ce sont des méthodes de mafieux, pas de diplomates. Mais que les responsables ne se sentent pas intouchables. L'Algérie finira bien par devoir regarder ce dossier en face. La justice algérienne, tôt ou tard, devra ouvrir les yeux et lancer des investigations. Parce que Saladin Seloum, numéro 2 à l'ambassade, ou Houssen Bouaziz, ne sont que le haut de l'iceberg. Derrière eux, il y a toute une chaîne de commandement. Des agents sur le terrain, des membres de cabinets ministériels, et peut-être même plus haut encore. Un mandat présidentiel, aussi long soit-il, n'est pas éternel. Et même assis sur le trône de la République, nul n'est au-dessus des lois. Être chef d'État, ce n'est pas avoir le droit de tout faire. Ce n'est certainement pas un passe-droit pour faire taire ses détracteurs à coups de menaces ou de commandos. Or, lorsque l'on commence à envoyer des agents pour faire pression, pour harceler, ou pire, pour porter atteinte physiquement à des opposants réfugiés à l'étranger, on quitte le domaine du politique
pour entrer dans celui du criminel. On parle là de méthodes qui relèvent plus de la pègre que d'un État digne de ce nom. C'est du banditisme pur et simple. Et les législations du monde entier sont claires. Ces pratiques sont punies sévèrement. Et que personne ne pense que cela restera sans suite. Le droit international existe et les victimes de ce type d'attaque peuvent très bien un jour traduire en justice ceux qui ont commandité ces actions. Même un président en exercice peut finir devant un tribunal international. Et si Majid Tebboune pensait pouvoir échapper à tout cela, il ferait bien d'y réfléchir à deux fois. Car cette affaire ne fait que commencer. Et grâce au travail minutieux de complément d'enquête, les masques tombent, les langues se délient et les vérités éclatent. Mon souhait le plus sincère? Que cette affaire ne s'arrête pas là. Que ce ne soit que le début. Et surtout, que les autorités algériennes réalisent enfin l'ampleur du désastre qu'elles ont elles-mêmes déclenché. Un naufrage politique et moral, piloté par ceux qui gravitent autour de Tebboune, voire même par l'homme lui-même. Franchement, comment imaginer une seule seconde que tout ce cirque de manipulation, d'intimidation et d'opérations clandestines ait pu se dérouler sans que le sommet de l'État en soit informé? Ces manœuvres de l'ombre n'ont pas surgi de nulle part. Les agents de la DDS, entre 2022 et 2024, n'ont pas improvisé. Ils ont exécuté des consignes. Et les consignes, elles ne viennent pas du concierge du ministère. On sait très bien qui tient les rênes en haut de la pyramide. Il y a des signatures, des visages, des responsabilités, et tôt ou tard, il faudra bien regarder les victimes dans les yeux, sortir du silence hautain et faire face. On ne pourra pas éternellement esquiver la vérité, parce qu'il y aura un procès, il y aura une justice. Peut-être pas demain, peut-être pas en Algérie, mais elle viendra. Et ce que complément d'enquête vient de révéler, ce n'est que le coup d'envoi. L'ouverture du rideau. Le premier chapitre d'un long chemin vers les comptes à rendre.